Bonjour, alors il y en a sûrement qui sont sur le pied de guerre là en ce moment pour l'épreuve d'agrégation externe qui va avoir lieu bientôt dans 3 jours. Je propose de faire juste les petits exercices préliminaires de l'épreuve MG, donc maths gênés 2018, voilà, que j'ai un petit peu préparé. Alors, 1, donner une décomposition de Dunford de la matrice A égale 1, 0, 1, A de M2 de C. On discutera en fonction de A et de C. Peut-être il n'est pas mauvais de rappeler que comme C est algébriquement clos, on a les conditions de Dunford. C'est quand même une première question, on n'est jamais trop précis. Et on a les conditions de Dunford que le polynôme caractéristique de A est scindé. Voilà, qui est important. Maintenant, on voit bien que si A est différent de 1, alors les valeurs propres de A sont simples, et donc A est diagonalisable, donc sa décomposition de Dunford, c'est A plus 0. Comment le vérifier? Parce que A est diagonalisable, 0 est nilpotent, et A et 0 commutent. Voilà. Maintenant, si A égale 1, petit a égale 1, alors, eh bien, on va avoir, A n'est plus diagonalisable, mais ce n'est pas la peine de le dire, juste par l'unicité de la décomposition de Dunford, ça suffit. On va avoir A égale la matrice identité plus la matrice nilpotente N égale 0, 0, 1, 0. Et donc, on n'a plus qu'à vérifier l'identité est diagonalisable. N, cette matrice, elle est nilpotente, c'est pas difficile à voir. Et puis, l'identité est N, commute. A est égal à identité plus N. Donc, voilà, c'est terminé. On a les décompositions de Dunford. Voilà. On n'a pas besoin de dire plus, mais il faut dire quand même tout ça. Donc maintenant, petit 2, justifier la relation qui est là, avec A et P. Bon, alors j'ai écrit quelque chose. Alors on va considérer le polynôme QM, d'accord, égal à la somme de 0 à petit m de x puissance j sur factoriel j. Hein. Bon, on sait que PA, P-1 puissance j, c'est PAJ, P-1. Bon, ça, c'est assez clair. Par combinaison linéaire, quand on va appliquer le polynôme QM à PA, P-1, comme on a une somme finie, on va avoir cette égalité. Donc en gros, la conjugaison commute avec l'évaluation polynomiale. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est que la conjugaison commute avec l'exponentielle. Donc voilà l'idée, on prend l'exponentielle de la conjugaison, il faut montrer à la fin que c'est la conjugaison de l'exponentielle. Donc on dit que ça, c'est par définition la limite quand même tend vers plus l'infini de ceci. Voilà. Maintenant, d'après ce qu'on vient de voir, là, je peux commuter au niveau polynomial. Maintenant, il suffit de commuter la conjugaison avec la limite. Ça va être la partie importante où il faut absolument dire que la conjugaison, donc l'application qui va de Mn2C dans Mn2C, qui a grand M associe P, M, P-1, est continue. Alors, comment on dit qu'elle est continue? Bon, le plus simple, ici, le plus expéditif, c'est de dire qu'elle est linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc, on a une application linéaire, et donc ça nous fait ça. Et là, on achève sans trop de problèmes. Alors maintenant, soit n en entier, A1 jusqu'à n des complexes, déterminer le noyau de l'application linéaire, ceci, de ça dans ça, et en déduire que si les AI sont 2 A2 distincts, alors on a un polynôme d'interpolation, c'est-à-dire pour tout n-uplet de BI, il existe un unique polynôme P de Cn-1 de x, tel que P de A1 égale B1, P de AN égale Bn, etc. Voilà.
et on ne cherchera pas à donner une forme explicite au polynôme d'interpolation P. C'est encore une fois oui, une imposition on pourrait l'énoncé pourrait être plus suggestif. Bon, mais enfin, c'est un avis personnel. Alors là, en gros, donc on a une application. Bon, là, je sais pas, je l'appelle phi. Elle va de cxn-1 dans Cn. Et à P, elle associe ça. Donc là, c'est bien de rappeler que on a ici un espace vectoriel, un C espace vectoriel, et là, un C espace vectoriel. Et donc, on a un morphisme ici d'espace vectoriel. Ça se voit très facilement par définition de l'évaluation. Hein, l'évaluation et la définition, évidemment, de la structure d'espace vectoriel de ces deux x. Alors, qu'est-ce que c'est que le noyau là, de phi? Ben, on regarde phi comme s'il allait de C de x dans Cn. Dans ce cas-là, on va d'un anneau principal vers l'anneau Cn pour l'addition et la multiplication naturelle. Et là, on sait que le noyau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des P tels que P de AI est égal à 0. Donc, il faut que P soit multiple des x moins AI. Donc, il faut que P soit multiple du PPCM des x moins AI. Et donc, on va garder que les AI, que des représentants AI qui sont 2 à 2 distincts entre eux. On va dire qu'il y en a T. Et donc, ce PPCM, ça va être Q égale le produit pour G égale 1 à T de x moins AJ. Donc, T, je dis que c'est juste, on prend en particulier tous les AJ distincts de 1 à T qui représentent tous les AI de 1 à N. Voilà. Donc ça, on appelle ça Q. Et donc, évidemment, le noyau de phi, c'est, si on regarde ça à partir de C de x, là, notre polynôme, eh c'est l'idéal engendré par Q. Et donc, le noyau de phi tel qu'il nous est donné là, c'est l'idéal engendré par Q inter C de x n-1. Donc, c'est les multiples de Q, donc PQ, qui sont de degré inférieur ou égal à n-1. Comme Q est de degré T, il faut que P soit de degré inférieur ou égal à n-T-1. Alors, je ne sais pas quel était le niveau de précision qu'il fallait donner. Je pense que celui-ci était bien. Bon. Est-ce que celui-ci était attendu? Ça, dans ce cas-là, il aurait fallu peut-être l'exprimer d'une certaine manière. Je ne sais pas. OK. Alors donc, bref, maintenant, dans un deuxième temps, dans la question, on dit que les AI sont 2 à 2 distincts. Alors maintenant, ça veut dire que Q est de degré n. Donc le degré de P est inférieur ou égal à -1. Donc c'est forcément P égale 0. Ce qui veut dire que phi est injectif, parce que le noyau est nul. Et puisqu'il est injectif, et que là, on a cette dimension qui est égale à cette dimension, il faut bien le dire. Évidemment que les gens qui disent, sans parler de dimension, que injectif implique surjectif, ils n'ont pas les points. Voilà. Eh bien, là, on a la surjectivité dans ce cas-là. Et la surjectivité, c'est exactement ce qu'on voulait, qu'à partir des BI, on puisse trouver un P qui soit unique, puisque c'est injectif, tel que les P de AI sont égaux au BI. Voilà. Alors maintenant, quatrièmement, montrer que toute représentation ρ allant de Z dans GLN de C, alors une représentation, c'est la représentation d'un groupe, d'accord? Donc là, c'est le groupe additif, forcément, Z+. Donc dans GLN de C, et de la forme K donne M puissance K pour une certaine matrice M de GLN de C. Bon, alors ça, c'est pas trop difficile parce que une représentation, c'est un morphisme. Donc, si on a une représentation, forcément, il faut regarder d'abord ρ de 1, parce que c'est un générateur de Z. Ρ de 1, on va dire que c'est M, et dans ce cas-là,
bah, forcément, ρ de k va être égal, puisque c'est un morphisme, à m puissance k. Encore une fois, j'ai un peu peur que cet énoncé ne soit pas super précis. Parce que là, c'est toute représentation est de cette forme. Est-ce qu'on nous demande implicitement la réciproque, qui est criante de vérité, réciproquement, hein, on peut le mettre en remarque, hein, au cas où, comprend en tout cas qu'un candidat se pose la question, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Bah, réciproquement, une application qui va de Z dans GLN de C, donnée par une matrice M de GLN de C, qui a K donne M puissance K, est forcément une représentation, puisque c'est un morphisme, parce que M puissance K plus K', c'est M puissance K fois M puissance K'. À quelles conditions deux telles représentations sont-elles équivalentes? Alors, on va commencer par rappeler ce que c'est que des représentations équivalentes. Alors, déjà, une représentation d'un groupe G, c'est la donnée d'un morphisme de G dans GLN de C. Donc, on a phi, on va prendre deux représentations phi et psi. Phi, ça va être un morphisme de G dans GLN de C. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis maps tool. Là, il ne devrait pas y avoir une barre ici ni là. Et psi de G dans GLM de C. Et les deux représentations sont équivalentes. D'abord, si n égale m, donc elles ont le même degré forcément, et s'il existe une matrice P, donc une matrice de passage, mais qui va être commune à toutes les matrices psi de G, phi de G, c'est-à-dire telle que, quel que soit G dans grand G, psi de G égale P, phi de G, P-1. Donc voilà, déjà, il faut bien poser la définition. Maintenant, à quelles conditions? Déjà, on veut que ρm, hein, qui est défini par k, donne m puissance k, et ρm', qui est défini forcément par k, donne m' puissance k, soient équivalentes. Donc il faut qu'il existe un p, tel que pour tout k de z, m'k égale p, mk, p-1. Et évidemment, si c'est vrai pour tout k, c'est vrai pour k égale 1, donc m et m' sont semblables. Et réciproquement, si c'est vrai pour k égale 1, on sait que on aura, à partir du moment où m' égale p, mp-1, on aura m'k égale p, mk, p-1. Donc la condition nécessaire et suffisante, c'est que m et m' sont semblables. Soit G est un groupe abélien noté additivement. On note G chapeau, l'ensemble des morphismes de G dans le groupe multiplicatif C étoile. Normalement, ceux qui ont fait une prépa à la règle externe, ils savent que c'est le dual de G, c'est-à-dire les applications F de G dans C étoile, telles que quel que soit x, y dans G, F de x plus y est égal à F de x fois F de y. Bon. Alors maintenant, donc on a défini G chapeau, et on note pour F1, F2 de G chapeau, F1, F2 qui a x donne F1 de x, F2 de x. Il faut montrer qu'on munit G chapeau d'une structure de groupe abélien. Donc on y va. D'abord, bon, on pourrait essayer de le voir comme un sous-groupe de quelque chose. Sous-groupe du groupe multiplicatif des fonctions de G dans C étoile. Après, on pourrait se demander, est-ce qu'il faut montrer que c'est un groupe, ça? Donc, autant montrer que c'est un groupe, c'est pas difficile. D'abord, il faut montrer que, alors très très important, F1, F2 est bien dans G chapeau. C'est-à-dire que c'est bien une application qui a un morphisme de G dans C étoile. Hein? Ensuite, deuxièmement, il faudra montrer qu'il y a un élément neutre. Alors, un élément neutre, ça va être l'application qui a G donne simplement 1, un tout petit g de grand G donne 1. On vérifie que c'est bien un morphisme.
Ce qui est normal, hein, puisque bon, en fait, toute cette structure, ça va hériter de la structure de groupe multiplicatif de C étoiles dont l'élément de c'est 1. Ensuite, bah, oui, l'associativité, bah, ça vient du fait que C étoile multiplie est associatif. L'inverse d'une fonction, bah, ça va être l'application qui a x donne f1 de x moins 1, puissance moins 1, ou 1 sur f1 de x. Bon, voilà. Donc ça pose pas trop de problème. Mais le seul truc qui pose vraiment un problème, c'est que F1, F2 soit bien dans G chapeau. Et je pense que c'est là que portait le plus gros de la question. Et là, regardez, ce qu'il faut montrer, c'est que F1 de x plus y, F2 de x plus y, parce que le groupe il était noté additivement, est égal à F1 de x, F1 de y, parce que F1 c'est un morphisme, F2 de x, F2 de y, parce que F2 est un morphisme. Et maintenant, comme C étoile est abélien, on peut échanger les deux. On a F1 de x, F2 de x, F1 de y, F2 de y. Donc ça nous fait F1, F2 de x fois F1, F2 de y. Et on a bien montré que F1, F2 de x plus y, c'était égal à F1, F2 de x fois F1, F2 de y. Donc que F1, F2 est bien dans G chapeau. Alors, bon, bah, encore une fois, une petite critique au problème tel qu'il est conçu. Moi, j'aime bien que quand il y a une hypothèse, l'hypothèse soit utilisée, sinon le candidat n'est pas sûr de lui. C'est comme ça, faut pas penser que le candidat, c'est un Superman. Le candidat doute, et d'ailleurs tout mathématicien doute, c'est normal. Donc, il faut que les hypothèses soient utilisées. Pourquoi un groupe abélien? Est-ce qu'on s'est servi du fait que G était abélien? Ben, la réponse est non. Un mathématicien peut-être un peu plus éclairé, il se rend compte que, étant donné que f de x plus y est égal à f de x, f de y, donc est égal à f de y, f de x, et donc est égal à f de y plus x, ça veut dire que notre application f, si le groupe n'est pas abélien, passe au quotient du groupe dérivé, et donc ramène G chapeau à G quotienté par le groupe dérivé, c'est-à-dire l'abélianisé de G, chapeau. Bon, si vous ne connaissez pas toutes ces choses, ce n'est pas grave. C'est juste qu'avec un peu de recul, on se rend compte que G chapeau, c'est G abélianisé chapeau, et donc qu'on se fiche complètement, hein, le fait que ce soit un groupe abélien se fiche complètement du fait que G soit abélien ou pas, puisqu'à la fin, on prend l'abélianisé. Mais le fait de le mettre ici, bon, bah, voilà, c'est quand même un peu dommage, hein, parce que ça peut faire douter des gens et après, ils partent d'un mauvais pied. Voilà ce que j'avais à en dire. Et on va s'arrêter là. Et puis, il serait temps d'arrêter de faire des maths avant jeudi.